On n'a qu'un TBM bleu Jump Seat, ce serait stylé. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, on dit tous les jours à Nicolas Chavert. On a déjà un Concorde. Le TBM, ça va arriver. Ah voilà, il parlait pas de Lego. Hein. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur le Jump Seat. Bonjour Thierry. Bonjour Gilles, bonjour à tous. On a retenu cinq actus dans une actu très chaude et très intense en ce moment. Comme toujours d'ailleurs en aéronautique, et c'est ce qui fait le charme aussi de l'aéronautique. Air France fête ses 90 ans. Elle s'est donc offert les vitrines des Galeries Lafayette. La compagnie française surfe sur l'art de vivre à la française pour les 100 ans. On peut penser qu'elle s'offrira peut-être Versailles. Il faut faire la différence avec les low cost qui lui mènent la vie dure jusque sur son marché domestique. Et pas seulement les low cost. Il y a aussi les grandes compagnies à l'international. Il y a aussi des acteurs qui mènent la vie dure à Air France et aux autres compagnies qu'on appelait les majors. Des compagnies qui utilisent des hubs, des plateformes de correspondance énormes au Moyen-Orient ou ailleurs. Et ainsi, Anne Rigail, il y a quelques mois, avait rappelé qu'Air France a dû interrompre certaines lignes, a dû arrêter certaines routes, parce que la concurrence était trop rude. Tout simplement, la concurrence était trop rude. Vers l'Est. Voilà, vers c'est l'Est ça. C'est que ces grandes compagnies comme Emirates, comme Etihad, comme Qatar Airways, détournent une partie du trafic naturel qui allait avant de l'Europe vers l'Asie. Air France doit faire d'énormes efforts pour récupérer ces passagers. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un repositionnement ? Est-ce qu'on peut dire qu'Air France, comme d'autres, se positionne davantage sur la classe affaires ? Les passagers dits à haute contribution ? Voilà, tout à fait. Parce que ce qui caractérise aussi cette concurrence qui vient à la fois donc, du Golfe Persique, mais aussi de l'Asie, c'est la qualité du service à bord. Outre le fait que ces compagnies utilisent des avions assez récents, on rappelle quand même que Emirates est le plus gros opérateur d'A380. 140 avions, je crois, quelque chose comme ça à peu près. Je ne l'ai pas en tête, mais l'ordre de grandeur, c'est ça. 140 à 380. Donc l'A380 d'Emirates, c'est quand même, et surtout qu'ils sont en train de refaire toutes les cabines, c'est quand même un aménagement haut de gamme qui a tiré tout le transport aérien vers le haut. Pour faire face à cette concurrence, eh bien, Air France aujourd'hui n'a pas d'autre choix que de monter son service à bord, le confort aussi de ses cabines. Et donc, les vitrines des Galeries Lafayette, c'est vraiment un message fort qui est envoyé au marché en disant bah voilà, si vous prenez un billet Air France, dès que vous allez rentrer dans la cabine, vous serez dans cette ambiance de luxe à la française. Voilà, c'est ça. Donc on va voir si ça marche. On voulait parler aussi de Vertiport. Qu'est-ce qu'un Vertiport ? Alors, un vertiport, dans le langage des taxis volants électriques, c'est une station qui permet aux taxis volants de décoller et d'atterrir. Donc, et pourquoi vertiport ? Parce que dans verti, il y a vertical. Voilà. Alors, l'année prochaine, pendant les Jeux Olympiques de Paris, Aéroport de Paris a l'intention de faire voler des taxis volants sur la Seine, entre l'héliport d'Issy-les-Moulineaux et puis la gare d'Austerlitz à Paris. Donc ADP prévoit d'aménager une station de taxi flottante au niveau donc, de la gare sur le quai d'Austerlitz. L'autorité environnementale à qui a été soumis le dossier a soulevé plusieurs objections. La démonstration prévue pour les Jeux Olympiques de Paris risque de tourner à la farce si ça continue comme ça. La farce, le mot est dur, mais il est tout à fait à la hauteur, je pense, et à l'image des difficultés qui se dressent devant l'exploitation de ce type de taxi aérien électrique, dont beaucoup sont en cours de mise au point, mais aucun aujourd'hui n'a été certifié, aucun n'est en service, loin de là. Alors même si les progrès technologiques sont notables, aussi en matière de certification, mais ça reste à faire. Des étapes considérables restent à franchir. Et la liste, globalement, on peut dire que la liste d'obstacles qui se dressent devant ces taxis volants électriques est longue. Oui. On peut parler, donc j'ai parlé de la certification, de l'acceptabilité sociale, de sécurité, bien sûr.
Sécurité en termes d'exploitation, sécurité sur place, sécurité du site même, du vertiport, qui appellera une sécurité, une sûreté comparable à celle des aéroports, bien sûr. Et on voit que tous ces obstacles, ils doivent être résolus sur une période de plusieurs années. Finalement, il en reste un grand nombre à résoudre, pour ne pas dire tous, en 9 mois, finalement, 9 mois, puisque la démonstration espérée pour l'été 2024, c'est ça ? Même avant. Théoriquement, l'expérimentation, la mise en place des lignes, il doit y avoir 5 lignes, elles doivent être activées au mois de mai. Donc ce serait de mai, l'expérimentation aurait lieu, et là je commence à utiliser des conditionnels, de mai à décembre de l'année prochaine. Donc les Jeux Olympiques sont au milieu. Le problème, c'est comme tu le disais, c'est d'abord le problème de certification. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit, au départ, il y avait 4 ou 5 eVTOL, taxis volants électriques, qui étaient susceptibles de participer à l'expérimentation. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un. En l'occurrence, Volocopter. Volocopter, l'allemand Volocopter, un seul. Et pour l'instant, ce Volocity, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, il est capable de faire que des sauts de puce. Et pour l'instant, c'est une machine qui emporte que 2 personnes, dont un pilote. Donc pour un taxi, c'est quand même un peu léger. Dans la longue liste des obstacles, d'ailleurs, il y a aussi la formation des pilotes. Voilà. Alors, je dirais, ça encore, ça peut se faire assez rapidement. Dans son rapport, l'autorité environnementale souligne que sur le trajet entre ici les Moulineaux et le vertiport d'Austerlitz, a priori, sur cet itinéraire-là, en temps normal, il n'y a que les hélicos du SAMU et puis les hélicos d'intervention d'urgence qui ont le droit de circuler. Donc c'est vraiment très très limité et c'est exceptionnel. Ce trafic va être multiplié par 100 pendant les Jeux Olympiques, par 100. Et donc se pose le problème de l'acceptabilité. Alors jusqu'à maintenant, quand on parlait d'acceptabilité, on disait, le bruit. Alors, on parlait des habitants survolés par des aéronefs pas très bruyants, mais peut-être nombreux. Et là, c'est un nouveau problème d'acceptabilité. Ben oui, parce qu'en plus, ces taxis volants circuleraient au milieu des plus beaux bâtiments de Paris. Le Louvre, Notre-Dame, Orsay, tout ça. Je veux dire, est-ce qu'on va accepter de dénaturer un paysage de cette qualité avec des taxis volants qui seront utilisés par des privilégiés, Donc ça fait quand même beaucoup. Alors est-ce que ça peut vraiment dénaturer tant qu'on n'a pas fait le test? C'est difficile de dire qu'il s'agit, difficile d'employer le mot dénaturé, mais en tout cas, la question mérite d'être posée. C'est un petit peu ce que dit Aéroport de Paris pour sa défense, parce que c'est vrai que le rapport de l'autorité environnementale charge bien la barque. Donc ADP dit attendez, c'est qu'une expérimentation, on verra après. Mais le problème, c'est que dans quelles conditions va avoir lieu cette expérimentation et est-ce qu'elle pourra avoir lieu quand même? Parce que pour l'instant, on le redit, aucune machine n'est certifiée et on sait ce que le temps que prend une certification en ce moment. On l'a vu pour le 6X, le constructeur était prêt et puis c'était quand même pas un avion qui révolutionnait l'aviation. Mais les règles de certification sont toujours plus difficiles à... Les critères sont toujours plus difficiles à remplir. Pour des machines déjà connues, alors pour des machines qui ne sont pas connues, où ce qu'il faut voir, c'est que l'EASA, donc l'Agence européenne de la sécurité aérienne, comme la FAA, donc son homologue américain, ceux qui donnent l'autorisation, c'est-à-dire la certification, c'est-à-dire l'autorisation de voler, elles sont en train d'écrire, ces deux grandes administrations sont en train d'écrire le cadre réglementaire. Il me semblait qu'il était déjà écrit par l'EASA. Pour la partie du côté des constructeurs, peut-être pas du côté des exploitants, mais du côté des constructeurs, je pensais que c'était écrit. C'est déjà bien avancé, mais je dirais ça va être finalisé au moment au coup par coup, quand ça va rentrer en opération. L'autre problème, c'est que jusqu'à maintenant, on avait dit que ce serait du transport, du moins des taxis volants, donc du transport public de passagers. Et donc là, on est dans une réglementation qui est extrêmement rigoureuse parce qu'elle protège la sécurité du passager. Le passager. Donc là, on peut supposer que si ça part de travers, cette affaire,
On pourra toujours dire, les passagers qui montent, ce seront des passagers triés sur le volet, qui ne seront pas des passagers qui paieront leur billet, que ce seront peut-être que je mets des gros guillemets, des cobayes. Voilà, donc ça va être compliqué là. C'est très très compliqué. Eulfred qui réagit sur le chat, n'empêche qu'un taxi volant entre la Défense et la gare de Lyon, on parle de Paris, ça m'intéresse. Et pourquoi ça t'intéresse ? T'habites à la Défense et tu vas souvent à la gare de Lyon ? Tiens. Ah tiens, c'est bizarre. Merci Eulfred pour le commentaire. Réagissez le chat. Si vous pensez que ce projet de taxi volant, de démonstration de taxi volant électrique pour les Jeux Olympiques a des chances d'aboutir, ou au contraire si vous pensez qu'il a toutes les chances de tomber dans l'eau de la Seine, réagissez, vos avis sont les bienvenus. Sujet d'actu suivant. On parle de Faisin ? Oui. On parle de Faisin. de Faisin, oui. Faisin où Safran a le projet d'installer une nouvelle usine pour fabriquer des freins, c'est ça ? C'est ça, des freins carbone. Voilà. Donc il s'agit de freins carbone pour les avions. Hein. Donc là, on voit un frein carbone d'Airbus A350. C'est ça. Ce sont des pièces de haute technologie. Safran a déjà plusieurs usines. Dont une dans la région. Dont une dans la région à Faisin, tout près d'ici. On pourrait y faire un direct d'ailleurs un jour. Si l'usine est implantée, on pourrait faire un direct depuis cette usine de Faisin. Et devant la demande croissante, Safran envisage de créer une nouvelle usine et se heurte au prix de l'énergie. Depuis 2022, Safran a, donc depuis un peu plus d'un an, Safran a reporté sine die la décision du lieu d'implantation de l'usine, devant les coûts de l'énergie, des coûts à la fois élevés et très variables. Et aujourd'hui, Olivier Andriès, le patron de Safran, met indirectement, et je vais expliquer pourquoi, met indirectement la pression sur le gouvernement français sur les prix de l'énergie. Et Olivier Andriès explique qu'il a le choix entre plusieurs sites, ou plusieurs régions en tout cas. Donc il y a la région lyonnaise, la France, l'Amérique du Nord et l'Asie. Et il met comme critères à remplir, et il parle de 3 critères à remplir en termes d'énergie. Il veut une énergie à un prix compétitif, concurrentiel, ce qui aujourd'hui est plus facile à trouver sur les autres continents qu'en Europe. Il veut une énergie dont le prix soit garanti, ou l'évolution du prix peut-être, soit garantie sur 10 ans. Il veut un contrat sur 10 ans. Il veut absolument éviter la volatilité actuelle qui a plombé l'activité, qui a plombé en tout cas la rentabilité de certaines usines. Et 3e critère, il veut une énergie décarbonée. Il veut une énergie décarbonée parce que Safran s'est engagé à réduire ses émissions de CO2. Alors j'ai plus les chiffres en tête, je crois que c'est 50% d'ici 2030. J'espère ne pas dire de bêtises, mais en tout cas une réduction drastique des émissions de CO2 de ces usines. Et dans ce cadre-là, un critère clé, c'est d'avoir accès à une énergie décarbonée. Et pour l'instant, Olivier Andriès dit, le patron de Safran, disait devant les journalistes de la JPAE la semaine dernière, la JPAE c'est l'association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace, il disait ces conditions, eh bien, par exemple, je les trouve réunies au Canada. Au Canada, je peux avoir une énergie à un prix concurrentiel, avec un contrat de long terme sur le prix, et une énergie décarbonée grâce à l'électricité d'origine hydraulique, donc grâce à Hydro-Québec. Il a nommé l'entreprise grâce à Hydro-Québec. Une des usines de Safran, dans un autre domaine, bénéficie déjà d'une énergie de ce type. Et donc indirectement, c'est une façon de mettre la pression sur le gouvernement français pour que, enfin, la décision puisse être prise, ce qu'évidemment le gouvernement français aimerait dire nous avons une nouvelle usine à inaugurer. Donc Olivier Andriès espère que le gouvernement français va trouver un moyen de lui proposer, conduire un fournisseur d'énergie à lui proposer cette énergie décarbonée et à prix concurrentiel. Et quelle est la marge de manœuvre justement du gouvernement ? Elle existe, mais la principale difficulté, ce sont les mécanismes européens de fixation du prix de l'électricité, qui restent désespérément, qui laissent les prix désespérément libres. De varier dans des proportions qu'on peut dire déraisonnables, du point de vue du consommateur, qu'on soit un consommateur particulier ou industriel. On ne comprend toujours pas, et certains économistes ne comprennent toujours pas et le disent haut et fort, comment l'Europe peut accepter d'avoir l'immense majorité de son énergie produite à des prix, à des coûts stables, on pense au nucléaire bien sûr, mais pas seulement, et d'avoir des prix si variables. Alors bien, on connaît les causes de ça. La guerre en Ukraine a beaucoup fait varier les prix de l'énergie, puisqu'on a choisi, et c'est évidemment pour de bonnes raisons, de se passer du gaz russe, mais l'impact sur les prix de l'électricité est disproportionné. Donc la marge de manœuvre du gouvernement, elle dépend de décisions au niveau européen,
sur lesquels le gouvernement peut peser, bien sûr. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, alors bon, on peut le voir aussi comme un chantage, parce que c'est une façon aussi pour Safran d'avoir des conditions favorables et à bon prix pour s'installer. Mais un groupe comme Safran est présent dans le monde entier. Et le Canada, par exemple, il y a des usines où ils fabriquent les trains d'atterrissage des avions. Et donc, c'est pas une aberration pour un groupe comme Safran d'aller s'installer à l'autre bout du monde. Alors, le Canada, c'est pas l'autre bout du monde, loin de là, mais en dehors de la France. Je veux dire, aujourd'hui, c'est naturel pour un groupe comme Safran de choisir le meilleur endroit pour implanter une nouvelle usine. Alors je vais prendre la défense de Safran. Le terme de chantage me paraît un peu fort. C'est pas, les demandes d'Olivier Andriès ne sont pas déraisonnables. Oui, bien sûr. Safran a déjà des usines de frein carbone en Malaisie. Et aux États-Unis, dans une ville dont le nom m'échappe, mais il y en a déjà une en Malaisie et aux États-Unis. Alors Safran. Alors on sait que Safran fabrique des trains d'atterrissage, des moteurs électriques, des freins carbone, et notamment, mais il fabrique aussi des moteurs qui se vendent très bien. Et là, il y a un petit problème là, sur les moteurs. Et là, il y a un petit problème. Les moteurs les plus connus de Safran se vendent à travers la co-entreprise CFM, qui est une co-entreprise de Safran et de l'américain GE, de longue date, depuis les années 70. General Electric, qui s'appelle GE Aerospace maintenant. Le problème se concentre sur le moteur CFM56. Alors je crois qu'à l'image, on a une difficulté d'illustration. Non, si, ça doit être des CFM56. Ça, c'est des LEAP, mais l'autre, c'est un CFM56. Voilà, ça, c'est un CFM56. Ok, merci Gilles. Donc CFM56, c'est l'ancienne génération qui aujourd'hui est en service sur des milliers d'avions, notamment les Boeing 737 et les Airbus A320. La nouvelle version, c'est le LEAP. Le problème se concentre sur le CFM56 et c'est un problème de pièces de rechange. Le marché des pièces de rechange, si je suis opérateur, si je suis exploitant d'avions équipés de moteurs CFM56, quand je fais entretenir mon moteur, il est possible que je le fasse entretenir dans un atelier extérieur à ma compagnie, et il est possible que cet atelier achète des pièces d'occasion, c'est parfaitement autorisé, c'est courant. Il est possible que cet atelier achète des pièces d'occasion sur le marché à des entreprises spécialisées, des intermédiaires spécialisés. Et l'un d'entre eux, qui s'appelle AOG Technics, a vendu des pièces dont on a découvert qu'elles sont accompagnées de documents falsifiés. Chaque pièce d'occasion doit être traçable. Le critère de traçabilité est très important et est un critère critique pour s'assurer que la pièce est toujours sûre, qu'elle répond toujours à des critères de navigabilité, donc de sécurité dans le domaine aérien. Et AOG Technics a vendu des pièces avec des documents falsifiés. Aujourd'hui, on sait que les documents ont été falsifiés. On a trouvé un peu plus de 90 moteurs qui ont été entretenus, réparés avec des pièces dont les documents ont été falsifiés. Et ce qu'on ne sait toujours pas, c'est si ces pièces sont sûres ou non. On sait que les documents ne le sont pas, mais la question se pose toujours sur les pièces. Donc il y a d'une part une question sur les pièces elles-mêmes, est-ce qu'elles sont sûres ou pas. Alors par précaution, on a cloué au sol les moteurs concernés. Alors, est-ce que les avions sont cloués au sol aussi ? Oui, probablement pour un certain temps, le temps qu'on remplace le moteur. En tout cas, les moteurs, jusqu'à remplacement de la pièce, sont interdits de vol. Et on ne connaît pas non plus l'étendue du problème. Donc, je parlais d'un peu plus de 90 moteurs, ça c'était il y a une dizaine de jours. Mais les opérateurs, les exploitants, les compagnies aériennes cherchent toujours dans leur flotte, épluchent toujours leur registre pour savoir si d'autres moteurs volent encore avec des pièces fournies par cet intermédiaire douteux. On ne connaît pas l'étendue du problème. Est-ce que ça va rester à environ 90 moteurs ? Est-ce que ça va monter à plusieurs centaines de moteurs ? On ne sait pas encore. Ça fait combien de temps que ce problème est apparu ? Alors, le problème est apparu au cœur de l'été et risque d'avoir des répercussions pendant encore un certain temps. Donc pour l'instant, on ne sait pas du tout quelle est l'ampleur de ce problème. Donc c'est ce que tu disais, pour l'instant, 90 moteurs pour l'instant, et puis, c'est ça, environ. Et puis on ne sait pas jusqu'où ça va nous emmener. Et on ne sait pas non plus, ni en termes de nombre, ni en termes de sécurité des pièces. Alors il y a un terme qui pour l'instant n'a pas été prononcé, mais qui est un peu l'éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais, qui est la contrefaçon. Est-ce que ce sont des pièces contrefaites ? Est-ce que ce sont des pièces qui ont été fabriquées dans des ateliers douteux où les normes ne sont pas respectées ?
les normes de fabrication ne sont pas respectées. Ça, on ne sait pas. Ou est-ce que c'est juste des documents qui ont été égarés, qui ont été remplacés par des documents falsifiés, ce qui est évidemment condamnable. Voilà, on ne connaît pas le degré de gravité du problème. Alors 0K, salut 0K, tu dis pourquoi falsifier des documents si les pièces sont irréprochables? On ne sait pas. Voilà. Ça, je n'ai pas la réponse. J'aimerais vraiment pouvoir te répondre, 0K. Merci pour l'excellente question. Parce que c'est ce que tu disais, ça peut être aussi des documents qui ont été égarés et on en refait. Et puis voilà. C'est en cela qu'on parle de documents falsifiés aussi. Donc on ne sait pas si c'est volontairement, sciemment, pour cacher quelque chose, ou si c'est accidentel. Et en général, ce genre de problème, parce que là on parle de moteurs CFM56 qui sont extrêmement répandus, comme tu l'as dit, à 320, 737, donc c'est les avions les plus répandus, donc c'est un moteur très 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 présent dans toutes les flottes. Ça veut dire que le problème pourrait prendre rapidement une grande ampleur ou Ah oui, c'est tout à fait imaginable. Oui, c'est possible. Oui. Donc à suivre de près. On décolle pour Nantes. Attends, les avions ne doivent pas être cloués au sol préventivement. Oui, ce sont les moteurs qui sont interdits de vol jusqu'à remplacement des pièces concernées. Et ça peut induire, on peut tout à fait imaginer que, en attendant que la pièce soit remplacée, ce soit l'avion qui porte le moteur qui soit cloué au sol, ou on peut imaginer qu'on remplace le moteur, le temps de trouver les pièces. Bon là, il y a plusieurs scénarios possibles. Moi, je ne sais pas lequel est le plus courant. Alors ça, c'est ce qu'on appelle en aéronautique et ailleurs le principe de précaution. Oui. C'est-à-dire que, et donc là c'est une notion à géométrie variable, et on peut imaginer que si pour l'instant les avions n'ont pas été cloués au sol, c'est que les analyses de risque qui ont été menées par le motoriste, entre autres, ont fait apparaître sans doute que c'était pas que les pièces, les contrefaçons n'entraînaient pas peut-être une mauvaise qualité des pièces, ou je sais pas. Parce que on est dans un domaine, l'aéronautique, qui ne fait aucune impasse avec la sécurité. Ça, c'est depuis le temps qu'on gravite dans cet univers, dans ce monde aéronautique, on en a vraiment conscience. Il n'y a jamais d'impasse sur la sécurité, et on a toujours tendance à prendre plus de précautions qu'il n'en faut. Oui. Donc là, je dirais, il ne s'agit pas de minimiser le problème, mais on peut se dire aussi que pour l'instant, le problème est bien géré, je pense. Oui, au mieux. Safran d'ailleurs se présente comme victime dans l'affaire et rappelle et insiste sur le fait qu'ils n'ont rien à voir avec cet intermédiaire du nom d'AOG Technics. Parce que ce sont des pièces qui sont pas montées c'est pas en première monte. Non, ce sont des pièces employées en réparation et réparation maintenance. Voilà, donc d'où le fait que Safran disent qu'ils sont pas dans la boucle. Oui, tout à fait, oui. Ils prennent le problème très au sérieux, mais sans être directement impliqués. Alors, il y a quelques réactions. Donc, zone aéro, une épave de Clio vole moins haut. Ça, c'est à démontrer. Il faut le Form 1 pour signer l'APRS. Donc, sans Form 1, pas d'exploitation. Je pense que c'est aussi simple que ça. Alors, l'APRS, je vois bien ce que c'est l'approbation de remise en service. C'est exactement ça. C'est le document que signe le chef d'atelier, le mécanicien agréé, pour qu'après une révision, l'avion, l'hélicoptère puisse recommencer à voler. On décolle pour Nantes ? Nantes, oui, on décolle. Où on y atterrit ? Non, bon, pourquoi tu ris ? Non, parce que c'est une histoire de piste encore. Ah oui, l'aéroport de Nantes est à nouveau dans l'actu. Donc après l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes en 2018, il avait été décidé que des travaux importants seraient faits à Nantes Atlantique pour moderniser l'aéroport et puis le mettre au niveau du trafic qui ne cesse d'augmenter. Plus 15% au premier semestre quand même. Voilà. Donc, et à la fin de la semaine dernière, les ministres des Transports et celui de l'écologie ont décidé de tout remettre à plat, le dossier. Alors de toute évidence, à Nantes, on est reparti pour des mois, peut-être plus, de débats enflammés autour de l'aéroport.
Et une chose est sûre, c'est l'abandon de la piste de Nantes Atlantique n'est plus d'actualité. L'allongement. L'allongement, oui, l'allongement de la piste à Nantes n'est plus d'actualité. Et donc il s'agit d'un appel d'offres qui a été annulé, reporté, parce qu'en fait il n'y avait pas assez de propositions. Voilà, c'est ça. L'appel d'offres, il y a eu un seul répondant. Il y en a eu quelques-uns au début qui se sont retirés, il en restait un seul. Voilà, il en restait plus qu'un à la fin. En l'occurrence, l'actuel gestionnaire, c'est-à-dire Vinci Airport. Vinci Airport qui était aussi le concessionnaire de Notre-Dame-des-Landes. C'est lui qui aurait dû construire et gérer. Bon, donc là, aujourd'hui, c'est le gestionnaire de Nantes Atlantique, l'aéroport historique de Nantes. Et donc le ministre a jugé notamment que économiquement c'était pas intéressant et puis que techniquement il fallait revoir la copie. Voilà. Alors en fait tout tourne autour de cet allongement de 400 mètres de la piste. Et on peut parler aussi d'un aspect sécurité dont on ne sait pas s'il va être résolu ni comment. Enfin, en tout cas, on sait que le ministre a prononcé le terme de moratoire. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'approche nord sur l'aéroport de Nantes Atlantique, qui est compliquée parce qu'on doit survoler des habitations. Et donc, il s'agit de réduire au minimum le nombre d'habitants survolés, en tout cas de réduire l'empreinte sonore, pour prendre le terme consacré. Et l'approche actuelle, elle est difficile à cause de cette empreinte sonore à minimiser et de la présence d'un bâtiment très élevé, la Tour Bretagne, qui complique l'approche. Et le projet, avant que l'appel d'offres ne soit remis en cause, le projet d'amélioration de l'approche, il s'agit bien de sécurité, il s'agit bien d'un enjeu de sécurité, comme la DGAC l'avait souligné, ce serait de créer une deuxième approche. Quand on parle d'approche, on parle de quoi Alors c'est la descente finale de l'avion vers l'aéroport. D'accord. Donc ce serait des trajectoires différentes alors. Il y aurait eu 2 trajectoires à utiliser en fonction de la météo. En cas de bonne météo, on aurait pu utiliser la trajectoire actuelle, qui est celle qui crée le moins de nuisances sonores, mais qui est un petit peu plus difficile à suivre à cause notamment de ce bâtiment, de cet obstacle. Concrètement, vu d'un avion, c'est un obstacle. Et une deuxième approche qui aurait été utilisée en cas de mauvais temps, de mauvaise visibilité. Et celle-là, elle aurait peut-être créé un peu plus de nuisances sonores. Alors on aurait réduit l'empreinte sonore au sol, en adoptant un angle un peu plus élevé. Donc l'avion aurait descendu un peu plus raide. Il serait descendu sur une pente un petit peu plus raide, ce qui permet d'être plus haut au-dessus des habitations. Et cette deuxième approche aurait été guidée par un ILS, donc un système classique au sol d'aide à l'atterrissage. Et donc ce projet de double approche, de création d'une deuxième approche, pour l'instant est en suspens. Et c'est sur ce sujet que le ministre a prononcé le mot de moratoire, ce qui est tout à fait surprenant quand on parle de sécurité. Alors, c'était à Ajaccio, je crois, qu'il y a une approche que la DGAC a testée, une approche par satellite entre les montagnes. On ne peut pas envisager quelque chose d'équivalent ? La réponse courte, c'est non. C'est que pour assurer une précision plus grande, enfin, les approches satellites, les approches guidées par satellite ont une précision assez élevée. Ouais. Mais là, si j'ai bien compris, on cherche une précision encore plus élevée, surtout en cas de mauvaise visibilité. Et ce degré de précision peut être assuré, si j'ai bien compris, uniquement par ce système au sol, ILS, d'aide à l'atterrissage. D'accord, donc c'est ce que je disais. On va beaucoup parler à nouveau de l'aéroport de Nantes. Et si on se plongeait dans l'aviation d'affaires ? Ceci était un jingle. Alors, le sujet suivant, et c'est le sujet de l'émission, c'est l'aviation d'affaires, mais alors côté constructeur, c'est-à-dire l'offre d'aviation d'affaires, et c'est toujours quand même un plaisir de découvrir tous ces avions. On montera peut-être un jour un Falcon en Lego, mais pour l'instant, je ne sais même pas si ça existe. Je sais pas si ça existe. On lance un appel. Donc on va lancer un appel à Lego et à Dassault. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pas impossible. En attendant, dans 15 jours, à peine, dans 2 semaines. Le 17 ouvre le salon de l'aviation d'affaires, la grand-messe annuelle de l'aviation d'affaires, le salon NBA. Aux États-Unis, cette année, ça se passe à Las Vegas. À Las Vegas. Et donc, Thierry, tu y seras à nouveau pour suivre au plus près l'actualité, puisque tu seras à nouveau donc, le rédacteur en chef du quotidien du salon publié par Aviation Week. C'est ça, Show News. Donc le Show News, donc ça veut dire que tu vas
rien ne va t'échapper, aucune nouveauté. J'aurais pas d'excuses. Si quelque chose m'échappe, j'aurais pas Mais d'excuses. Mais ça veut dire aussi qu'en bon journaliste, tu as bien préparé ton déplacement et donc tu as déjà regardé tout ce qui serait présenté là-bas. Alors, de temps en temps, il y a quelques nouveautés, mais en général, on sait à l'avance ce qu'on va découvrir. Et alors, pas toujours. Non. Il y a des annonces au dernier moment, des annonces gardées secrètes. Non, pas toujours. En tout cas, j'ai la pression, après. Qu'est-ce que tu viens de me dire ? Donc, et alors, jusqu'à il y a quelques mois en arrière, ces quotidiens du salon, on pouvait les lire que sur les salons. Aujourd'hui, le quotidien que tu fais, on peut le lire également du moins pas également, on le lit sur Internet. Et donc, même si vous êtes à la Défense, par exemple, comme Alfred, ou à Nîmes, comme la zone aéro, vous pouvez lire en même temps que les participants au salon, vous pourrez lire le quotidien de Thierry. Voilà. Merci pour la publicité. Il faudra que Show News renvoie l'ascenseur à Aérobuzz. Il y a moyen, on trouvera moyen. C'est déjà un peu fait d'ailleurs, oui, j'ai oublié de te signaler, on a cité Aérobuzz dans un article récent. Wow. Et c'est un coup à revenir en Falcon, je crains que non. Je crains de me déplacer dans le mode de transport. J'ai vu hier que, c'était hier d'ailleurs, ou avant-hier, que U2 a inauguré la nouvelle salle de spectacle. C'est un dôme avec un écran géant de 15 000 mètres carrés derrière le groupe. À Las Vegas. À Las Vegas, donc peut-être si tu as l'occasion d'y aller, tu nous raconteras. Ça fait partie du Fast de Las Vegas, qu'on a appelé, je ne sais pas si on l'appelle encore la cité du péché, c'est ça, Sin City. Ouais. Est-ce qu'on peut parler aviation d'affaires, Gilles ? Avec Gilles, on a dégagé quelques tendances qui nous semblent les tendances clés du moment dans l'aviation d'affaires. On va essayer d'être concis, parce qu'il y a quand même plusieurs tendances à porter à l'attention de nos viewers. On va parler de la commande géante récente qu'a passé NetJet. On va expliquer ce que c'est qu'a passé NetJet à Textron. Commande géante. On va parler du haut de gamme de l'aviation d'affaires, puisqu'il y a une tendance à la montée en gamme dans ce qui était déjà du très haut de gamme. Une tendance à une concentration des investissements dans le haut de gamme. Là, on est dans le très très haut de gamme. On va parler à l'autre extrémité du spectre de ce qui se passe du côté des petits avions d'affaires à hélice, donc à turboprop. Et là, on ne parle pas de bas de gamme, mais d'entrée de gamme. On parle d'entrée de gamme, d'avions qui s'améliorent en permanence, puis d'un outsider qui pointe le bout de son nez. Ouais. Ça, c'était la troisième tendance qui se dégage, amélioration permanente en entrée de gamme, des avions d'entrée de gamme qui se vendent toujours à des niveaux très corrects, qui se vendent toujours bien. On va parler aussi fournisseurs, on va parler chaîne d'approvisionnement. Alors, c'est un sujet qui pourrait paraître rébarbatif, qui ne l'est pas du tout, et qui conditionne la fabrication des avions. Et des constructeurs comme Dassault, comme Pilatus et d'autres souffrent de problèmes d'approvisionnement et de fournisseurs. Et dernière tendance qu'on voulait évoquer, c'est le pari que fait le secteur de l'aviation d'affaires sur les SAF, les carburants d'aviation durable, avec en parallèle des tentatives des projets de recherche et technologie. Mais par rapport à l'aviation commerciale, le pari sur les SAF, sur les carburants durables, est plus conséquent encore. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on veut. Ça, il y a peut-être des raisons, on verra. Il y a des raisons, tout à fait. NetJet. Est-ce que tu veux, peut-être pour commencer, nous rappeler ce que c'est que NetJet ? On parle de propriété partagée, c'est ça ? C'est l'aviation d'affaires en propriété partagée. C'est un concept qui est apparu aux États-Unis il y a une trentaine d'années à peu près, qui consiste à réunir des copropriétaires sur un avion, sachant qu'un avion d'affaires, contrairement à ce que certains pensent, est en fait peu utilisé. Donc pour le rentabiliser, il faut avoir plusieurs utilisateurs. Et puis ça permet aussi pour quelqu'un qui veut utiliser des avions d'affaires, c'est d'avoir un ticket d'entrée sur le marché à un prix réduit. Donc l'aviation d'affaires, NetJet propose des parts d'avions. Et on mutualise les avions, c'est-à-dire que le propriétaire d'un quart d'avion d'affaires ne l'aura pas toujours sur le même avion, il n'a pas son avion, mais il l'aura sur un avion de type équivalent, sur un modèle équivalent dans la flotte NetJet. Voilà. Et donc, en fait, c'est ce que tu dis, on achète une part dans un avion
et après on peut utiliser les avions de la même catégorie. C'est ça. Donc on achète un avion en fonction de ses besoins aussi. C'est-à-dire que si on a besoin de traverser régulièrement l'Atlantique, on prendra un avion qui a une grande autonomie. En revanche, si c'est pour faire des vols à l'intérieur de l'Europe ou à l'intérieur des États-Unis, on prendra des avions type Citation qui ont des rayons d'action beaucoup plus courts, mais qui répondent bien aux besoins. Et justement, ce sont ces avions de taille moyenne et autonomie moyenne qui sont au cœur de la flotte de NetJet, qui représentent le plus grand nombre, la plus grande part des avions de NetJet. Alors NetJet, dans le monde, c'est 700 à 800 avions environ, donc c'est considérable. Pour un exploitant d'avions d'affaires, c'est un nombre considérable. C'est la plus grande compagnie aérienne au monde. En termes de flotte, je pense que... Et les avions d'affaires Cessna représentent environ la moitié de la flotte NetJet. C'est le cœur de la flotte. Et ce qui est intéressant aussi, pour en finir avec le principe NetJet, c'est que le fait que ces avions soient utilisés plus souvent que si c'était un avion avec un propriétaire unique, on réduit forcément les coûts de l'heure de vol. Le fait aussi de mutualiser les frais d'équipage, par exemple, la maintenance, ça joue aussi. Et puis la force de NetJet par rapport au reste de l'aviation d'affaires, c'est que on limite énormément ce qu'on appelle la mise en place. C'est-à-dire que si vous êtes le seul utilisateur de votre avion d'affaires, quand vous en avez besoin à l'autre bout de l'Europe, il faut que votre avion aille vous chercher. Et il vole à vide. Avec NetJet, il y a très peu d'avions, il y a beaucoup moins d'avions qui volent à vide. Donc, on rentabilise. Alors, ce n'est pas une solution parfaite. Par exemple, on n'aura pas une personnalisation de l'intérieur de l'avion, contrairement à ce qu'on peut avoir quand on achète son avion, bien sûr. On parlait donc c'était pour décrire l'entreprise NetJet et ce concept de propriété partagée. NetJet a des concurrents, on peut parler de FlexJet par exemple. Et donc NetJet a passé récemment, au mois de septembre, une commande géante, 1500 avions, à l'entreprise Textron Aviation, Textron Aviation, qui est connue pour ses marques Cessna et Beechcraft. Et les 1500 commandes portent sur les modèles Citation, les modèles de jet de Cessna. On ne connaît pas encore la répartition entre les différents modèles, donc on ne sait pas exactement de quel type de citation il s'agit. On sait en tout cas que NetJet sera client de lancement du Citation Ascend, qui est ici à l'image, merci Martin. Cet avion, c'est le successeur, c'est une évolution d'un avion qui est depuis longtemps un des avions au cœur de la flotte de NetJet, qui est le Citation XL, qui a évolué en Citation XLS. Et maintenant, alors je n'ai pas toutes les évolutions en tête, mais en tout cas, ça a commencé avec l'Excel et c'est maintenant le Citation Ascend qui est en cours de mise au point. Une évolution, donc dont NetJet sera le client de lancement. 1500 avions commandés par l'exploitant, livrables sur 10 ans. Ce n'est pas une commande ferme, ce sont des options. Donc on pourrait se dire, ce ne sont que des options, certes, mais l'expérience montre, l'histoire récente montre que NetJet honore ses commandes, même quand il s'agit d'options. Et cette commande fait suite à une autre commande tout à fait importante. Au printemps dernier, c'était au mois de mai, des avions d'entrée de gamme, des jets toujours, avions à réaction, pardon. Avions d'entrée de gamme et moyens de chez Embraer, 250 commandés par NetJet. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire cette commande ? Elle veut dire que NetJet a une confiance extrêmement solide en son avenir, en l'avenir de la propriété partagée. La commande est évaluée par les analystes à 30 milliards de dollars. Ça, c'est la commande géante des 1500. Chiffre non confirmé par les intéressés, mais en tout cas, un analyste, Jeffries, évalue à 30 milliards de dollars, à peu près autant en euros, un tout petit peu moins en euros, mais ce sont des chiffres comparables, qu'on parle d'euros ou de dollars, des chiffres astronomiques. Et donc voilà, donc ça montre une confiance énorme de NetJet dans l'avenir de l'aviation d'affaires et de son concept en particulier. Ça veut dire que rien qu'avec cette commande-là, NetJet est en mesure de rentrer dans sa flotte 150 avions neufs par an. Ce qui est quand même assez remarquable pour une compagnie aérienne. Alors bien sûr, il va y avoir de la croissance. Bien sûr, ça va s'accompagner d'un remplacement d'avions plus anciens. Mais c'est considérable. C'est considérable et ça montre aussi l'influence que peut avoir un opérateur, un client,
sur un constructeur. Alors on peut penser à l'influence, au poids qu'a eu Emirates sur Airbus avec les commandes massives d'A380. Emirates a été le client, si on peut le dire comme ça, a été le client de l'A380. Et donc a eu un poids considérable sur Airbus. On peut souligner la même chose pour NetJet vis-à-vis de Cessna, Textron Aviation et de sa gamme Citation. À la limite de l'aviation d'affaires, mais Cessna, donc Textron, Cessna a lancé un avion utilitaire en quelque sorte qui s'appelle le Sky Courier, et il l'a lancé sur un cahier des charges de FedEx. Et c'est comme ça que cet avion a débuté sa carrière l'année dernière, sous les couleurs de FedEx, mais aujourd'hui, il y a d'autres clients qui sont intéressés aussi. Donc, c'est vrai que quand on a la chance de décrocher un client comme FedEx ou comme NetJet, ça aide quand même pour le démarrage d'un programme. Donc là, on a parlé d'avions plutôt milieu de gamme. Oui. Est-ce qu'on peut se pencher sur le haut de gamme ? Le haut de gamme, c'est là où on a les avions superlatifs. Là, on manque, quand on est journaliste et qu'on écrit sur ces avions-là, on manque de superlatifs. Exactement. Et surtout qu'il y a le jour où on écrit c'est l'avion avec le plus grand rayon d'action, ou c'est l'avion avec la cabine la plus spacieuse, on sait que c'est temporaire que 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard... il y aura encore mieux, encore plus haut. Alors nous voyons à l'image un Falcon, alors celui-là c'est le, par coquetterie, j'enlève souvent mes lunettes, je les remets, 6X. Donc c'est le dernier modèle de chez Dassault, c'est celui qui vient d'être certifié. Voilà, le dernier modèle à être entré en service. Ouais. Alors non, pardon, mise en service, je n'ai pas encore entendu. Suppose qu'il y aurait eu un communiqué avec une photo du client, enfin j'espère qu'il y en aura un. En tout cas, avant le client, en d'autres temps, aurait été Serge Dassault, puisqu'il était systématiquement le premier client de tous les nouveaux avions. C'est vrai. Mais là, cette fois-ci, ça ne sera pas lui, évidemment. Mais oui, alors des fois, les clients sont assez discrets aussi. Ça arrive. Alors, je me souviens que pour le 7X, qui avait à sa manière créé une grande avancée technologique dans l'aviation d'affaires, le 7X avait fait l'objet d'une première livraison raisonnablement médiatisée. Et le client avait accepté d'être nommé. Mais là, donc le 6X, tu dis que pour l'instant, juste après le salon du Bourget, Dassault a obtenu la certification américaine et européenne. Donc ça veut dire qu'il a obtenu le feu vert de commencer les livraisons, mais il ne les a pas encore commencées. Pas à ma connaissance. D'accord, ok. Ou alors ça a été discret. Ou alors ça a été fait, ça a été discret, mais je pense qu'on aurait vu passer. J'en ai pas entendu parler non plus. Ouais. Alors, en fait, le scénario probable, c'est que la livraison ait eu lieu et soit annoncée a posteriori au salon NBA, ou qu'elle ait lieu au salon NBA. Pourquoi pas ? Possible aussi, donc, suivez l'actu sur Aérobuzz et autres publications que je ne vais pas renommer, je ne veux pas abuser. Tu penses à qui ? Aérobuzz. Ah ouais. Donc, le 6X fait partie de ces avions haut de gamme et marque une évolution vers des cabines toujours plus spacieuses, toujours plus larges. Le facteur, la dimension clé, c'est la largeur de la cabine. C'est si je suis passager dans la cabine, est-ce que je peux installer de front 2 sièges, 3 sièges, voire 4 sièges suffisamment larges pour être très confortable pour être assis confortablement pendant des vols longs. Eh bien, c'est la cabine, c'est la taille de la cabine, la largeur de la cabine. Est-ce que je peux marcher aussi sans rentrer la tête dans les épaules aussi. Exactement. Donc c'est un des avions avec les cabines les plus hautes. Je crois que c'est 1m98 la hauteur de cabine. Et donc bien sûr, à nombre de sièges égal, on a plus de place, on peut circuler plus facilement, la cabine est plus modulable. Ouais. Et puis on parlait de s'asseoir dans des sièges confortables pour des vols longs, on peut parler aussi de dormir. Ce sont des avions où on peut aménager une chambre à proprement parler. Ce sont des avions où les sièges peuvent être convertis, comme dans une classe affaires ou une première classe, peuvent être convertis en lit. Et avec le 6X, alors j'ai un trou, je ne sais plus si c'est avec le 6X ou le 10X, mais en tout cas Dassault est en train de lancer un concept de siège qui est non seulement transformable en lit, mais qui aussi peut être isolé par un système de cloison amovible. On l'a déjà dans le 6X. Oui. C'est déjà dans le 6X, voilà, merci. Je ne savais plus si c'était dans le 6X ou le 10X. Et ça sera proposé également dans le 7 et le 8X. Et donc on parlait du 6X qui vient d'être certifié, homologué, et on parlait de tendance à une montée en gamme dans ce qui est déjà du très haut de gamme. Donc le 6X marquait déjà l'augmentation chez Dassault,
l'arrivée d'une section de cabine encore plus grande. Et le 10X est encore plus spacieux. La section de cabine est encore plus grande. Le 10X qui, lui, est en cours de mise au point. Donc pour l'instant, ce qui existe sur le 10X, ce sont, alors en termes d'extérieur, c'est d'une part des images de synthèse, on va en voir une, et d'autre part, une maquette. Et en termes d'intérieur, il existe aussi des images de synthèse et une maquette qu'on peut visiter sur les salons. Je pense qu'elle sera au salon NBA. Une maquette tout à fait remarquable. On l'avait visité cette année au salon eBay. C'était le patron des Falcon, Carlos Brana, qui nous avait fait la visite du 10X. Et on avait vu effectivement cette salle de bain. Mais ce sont toutes des options. Et comme tu le disais, la taille de ces cabines permet de les rendre modulables. En gros, il y a, sur le 10X, je crois qu'il y a quatre espaces. Et on peut jouer sur ces espaces. Le fait d'avoir prévu ça dès la conception fait que, outre le fait que c'est possible techniquement, réglementairement, c'est aussi plus économique. On peut jouer sur les espaces en fonction des besoins, des vols qu'on sera amené à faire, du nombre de passagers, etc. etc. On voit ici à l'image une douche, donc la salle de bain, enfin la salle d'eau, pardon, et la douche du Falcon 10X, donc douche en option, mais qui depuis une quinzaine d'années est devenue une option classique sur les avions d'affaires haut de gamme. De cette gamme-là, c'est-à-dire des avions qui sont capables de voler jusqu'à 16 heures. Ils restent en l'air 16 heures, ce genre d'avion. Donc c'est vrai qu'à un moment, il faut pouvoir se détendre et puis arriver frais. Les distances franchissables sont considérables en effet. Alors j'ai plus en tête les autonomies maximales, mais voilà, depuis le Bourget par exemple, on peut aller très très loin. Je pense qu'on peut couvrir quasiment tous les points du globe en direct presque, je pense. Alfred qui nous demande si on a une idée du prix catalogue du 6X. Ce qu'on peut dire quand on parle de haut de gamme, de très haut de gamme, c'est qu'on parle d'avions qui se vendent entre 40 et 80 millions de dollars. C'est ça. Donc là, c'est la tranche dont nous parlons. Donc le 6X, il serait peut-être plutôt autour des 60. 6X, alors merci Alfred, donc 6X, distance franchissable 10 800 km, et merci Jumpseat de nous rappeler que la distance du 10X, la distance franchissable sera de presque 14 000 km. Donc effectivement, il y a des altitudes de vol qui sont supérieures à celles des avions de ligne, c'est-à-dire que ce sont des avions qui volent au-dessus du trafic aérien. Donc ils ont la possibilité d'avoir des lignes aussi des routes assez directes. Ouais. Et quand on parle de montée en gamme, on parle aussi de confort à bord, bien sûr, en termes de taille de cabine et en termes d'insonorisation. Alors merci le chat, merci Alfred de l'avoir souligné. Et aussi en termes de ce qu'on appelle l'altitude cabine. C'est-à-dire que, alors ça c'est une tendance qui existe dans l'aviation commerciale, donc chez Airbus et Boeing, mais qui existe d'une manière encore plus marquée dans l'aviation d'affaires, c'est la réduction de ce qu'on appelle l'altitude cabine, c'est-à-dire que quand vous volez très haut, mettons que vous voliez à 10 000 mètres, bien sûr la cabine est pressurisée, c'est-à-dire que si on était vraiment à 10 000 mètres, on ne pourrait pas respirer. La cabine est pressurisée comme si vous étiez, par exemple, comme si vous voliez à 2000 mètres. Bien sûr, on peut parfaitement respirer en montagne à 2000 mètres. Mais c'est un peu fatigant. De rester plusieurs heures à cette altitude, dite altitude cabine, c'est fatigant. Une altitude plus élevée, c'est fatigant. Donc les constructeurs redoublent d'efforts pour réduire cette altitude cabine. Et au fur et à mesure qu'on monte en gamme, au fur et à mesure que les avions évoluent, l'altitude cabine descend. Donc c'est comme si vous voliez... Alors, chiffre à vérifier, mais au lieu de 2000 mètres, mettons 1600 mètres. C'est ça, c'est le chiffre que j'ai en tête aussi, 1600 mètres. Et ça permet d'arriver plus reposé, moins fatigué par le changement d'altitude, qui est bien sûr amorti par la pressurisation, mais qui existe quand même. Alors, oui, tu parlais donc du confort cabine, et mais au niveau du cockpit, ces machines sont aussi... très innovantes. Sont très innovantes. Alors je voulais juste terminer sur Dassault, puis on va revenir sur l'innovation du cockpit. Pour Dassault, le fait d'avoir en si peu de temps lancé le programme 6X et le programme 10X, c'est un peu comme la commande NetJet, c'est une marque de confiance énorme en l'avenir de l'aviation d'affaires, ce qui n'est pas évident dans le contexte actuel. Mais en tout cas, les investissements faits par Dassault avec le 6X et le 10X sont des marques de confiance sur l'avenir de l'aviation d'affaires. On peut aussi remarquer que
c'est une confiance des actionnaires parce que ces avions ces programmes sont développés sur fonds propres et ce sont quand même c'est d'abord la famille Dassault qui est actionnaire du constructeur. Ça aussi, il faut plus aussi les salariés. Tu parlais de l'évolution technologique aussi dans les cockpits. On a beaucoup parlé de l'évolution du confort de ces avions, donc pour les passagers en cabine. Les cockpits aussi évoluent. Gulfstream voilà donc une belle vidéo. Gulfstream qui dans ses derniers avions, donc les modèles G500, G600 d'une part et G700, G800 d'autre part, propose ces mini-manches que nous voyons à l'image. Merci Martin pour la super réa. Ces mini-manches, donc, comme dans les Airbus, comme dans tous les avions modernes maintenant, sont associés à des commandes de vol électriques, on devrait dire numériques maintenant, donc des commandes de vol intelligentes qui apportent plus de sécurité. Et c'est Dassault qui, dans le monde de l'aviation d'affaires, a lancé le mouvement. C'est Dassault qui a lancé le premier avion d'affaires construit pour ça. Le premier avion d'affaires à commande de vol électrique, c'était le Falcon 7X dans les années 2000. Donc lancement 2001, mise en service 2007, si je me souviens bien. Directement inspiré du Rafale. Directement inspiré du Rafale. Et depuis, d'autres acteurs de l'aviation d'affaires, dans le haut de gamme, ont suivi. En particulier dans le haut de gamme, ont suivi. Donc on voit ici les Gulfstream. Une passagère. Voilà, une passagère de Gulfstream. Gulfstream est allé a fait un pas de plus. Gulfstream a choisi des mini-manches à retour d'effort, des mini-manches haptiques, pour reprendre le terme consacré, haptique avec un H. Des mini-manches à retour d'effort et des mini-manches synchronisées, c'est-à-dire que si le pilote installé à gauche pousse le manche vers l'avant, le manche de droite, de façon synchronisée, sera poussé vers l'avant aussi. Donc si le pilote qui est assis à droite voit le manche bouger ou a la main dessus, il est encore plus facilement au courant de l'action du pilote de gauche. C'est un choix qui est technologiquement pas évident, parce qu'il y a des difficultés supplémentaires en matière de fiabilité, certification. C'est un choix qui, en termes de coordination des pilotes, se défend. Donc le débat existe toujours entre les promoteurs des manches passifs et des manches actifs, puisque là on peut parler tout simplement de manches actives. Bombardier aussi, on verra des images bientôt, Bombardier aussi a suivi avec ses Global de haut de gamme, donc Global 7000, Global 8000, cette famille-là. Bombardier aussi a des mini-manches, je crois qu'ils sont passifs par contre, ceux de Bombardier. Alors on voyait également des images de vision optimisées. C'est aussi une des particularités de l'aviation d'affaires, c'est d'être vraiment engagé dans cette voie-là, qui permet de donner aux pilotes, malgré des conditions de visibilité. Tu parles du viseur tête haute là qui est devant Non, carrément les images synthétiques. On va les revoir. Et ça c'est devenu carrément omniprésent dans le haut de gamme, évidemment. Mais tous les pilotes disent que ça ouvre l'accès à un plus grand nombre d'aéroports, parce que, et notamment dans des pays qui ne sont pas très, très bien équipés, parce que quand les aides à la navigation ne sont pas au top, c'est bien quand même d'avoir une vue sur son environnement. Donc effectivement, quand l'aéroport dispose de peu ou pas d'aide au sol, c'est bien d'avoir les aides à bord. Et donc on va revoir sans doute ces images de vision améliorée. Donc c'est soit avec de l'infrarouge, soit avec des images synthétiques, soit et des fois, une combinaison des deux. Des fois, c'est ça. Aujourd'hui, c'est de plus en plus une combinaison des deux. Donc ça, c'est toujours la même dame. Voilà. Donc là, le viseur tête haute. Voilà. Et c'est là la vision améliorée. Donc là, même par visibilité dégradée, c'était court. Mais merci Gulfstream quand même. C'était court, mais donc voilà, le pilote peut voir dans son viseur tête haute ce qu'il ne verrait pas autrement qu'avec des capteurs infrarouges et des images synthétiques. Ça, c'est assez remarquable quand même. Et donc ça permet de voir à travers les nuages, ou de voir à travers la nuit, ou de voir. Les pilotes d'avions de ligne en rêvent. Alors ça existe aussi sur les avions de ligne, mais c'est loin d'être généralisé. Voilà. Martin, est-ce qu'on peut voir des images du Bombardier Global? Donc Bombardier, c'est la marque, pour ceux qui ne connaissent pas. Bombardier, 3e acteur sur les avions très haut de gamme. Là, on a le Global, je ne sais plus, ça doit être le 8000. C'est le 8000? Oui, c'est ça. Alors là, de toute façon, c'est le même. Le 8000 et il n'y a pas de différence entre le 8000 et le... Extérieurement, la colle. Il y a pas un petit allongement du fuselage. Alors, comme vous voyez, ce qui est une des particularités de l'aviation d'affaires par rapport à l'aviation commerciale, c'est qu'il y a beaucoup plus de constructeurs. Il n'y a pas juste Airbus et Boeing. Il y a beaucoup plus de constructeurs et beaucoup plus de modèles. Donc parfois,
parfois on se pose des calls involontairement parce qu'on n'a plus en tête tous les modèles, toutes les évolutions. C'est sûr. Quand on parle de cockpit aussi, le 10X, par exemple, Dassault avec le 10X, est en train de faire évoluer la réglementation notamment sur les conditions de travail des pilotes dans le cockpit. Et je pense par exemple à la possibilité qui sera offerte sur le 10X. Alors, aujourd'hui, c'est une possibilité technique, c'est-à-dire que les pilotes, le deuxième pilote, celui qui n'est pas en fonction, aura la possibilité de faire la sieste sur un lit à 180 degrés dans le cockpit. Ce qu'aujourd'hui, réglementairement, c'est interdit. C'est permis quelques minutes. Voilà, c'est des micro-siestes. Et effectivement, sur des avions comme le Falcon 10X, si la réglementation l'autorise, on pourra envisager des périodes de repos plus longues. Et même si la réglementation ne l'autorisait pas, les équipements dans le cockpit du Falcon 10X permettront d'alléger la charge des pilotes. De toute façon, ça va leur simplifier la vie. Même si cette période de repos prolongée n'est pas permise, il y aura des systèmes qui permettent d'alléger la charge de travail et de se concentrer sur la mission. Alors, on a des réactions tout à fait passionnantes sur le chat. Franck May, le retour d'effort enfin. Alors oui, effectivement, ça fait peu d'années qu'il est en service sur quelques Gulfstream, depuis la F447. Donc là, on parle du dramatique accident d'un Airbus d'Air France en 2009. Et donc, en deux mots, effectivement, un reproche, un débat qui était né de cet accident, c'était le pilote de gauche n'avait pas perçu ce que faisait le pilote de droite ou vice-versa. Airbus se défendait en disant ils avaient qu'à mieux synchroniser, ça fait partie du travail des pilotes de bien travailler ensemble. Le débat a été vif. Et en tout cas, avec ce retour d'effort et ces manches actives, ces manches synchronisées, on peut imaginer qu'un pilote ne peut absolument pas ignorer, même s'il ne fait pas l'effort d'aller voir ce que fait son voisin, ne peut pas ignorer ce qu'il fait. Je lis Franck May, donc dans la panique, ils ne regardaient plus aucun indicateur, sinon ils auraient vu que le badin était redevenu fonctionnel et l'horizon avait toujours marché. Donc juste leur mettre un indicateur, l'a priori de tel côté, ça n'aurait pas aidé. En revanche, sentir ce que fait le voisin aurait pu être un indice. Alors effectivement, accident très difficile à résumer, merci Franck May. Donc on voit qu'il y avait plusieurs problèmes simultanés pour les pilotes à régler et une synchronisation difficile dans une situation de crise qui exigeait de réagir très très vite. Mais bon, se plonger dans l'accident F447 sans s'être préparé avant l'émission, là je n'ose pas. Ouais. Merci Franck May en tout cas. On a parlé du très haut de gamme, on a fini avec Bombardier, avec le Global 8000. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le Global 8000 ? Il va encore plus loin, il est encore plus spacieux que les autres avions Global de Bombardier. Quand c'était l'année dernière à eBase, quand Bombardier a dévoilé ce programme du 8000, il a montré une vidéo où, pendant les essais, l'avion a dépassé le mur du son. Donc évidemment, c'est pas un avion supersonique, c'est pas un avion qui est capable de voler en continu, en croisière, en supersonique, mais c'était pour montrer que c'était le premier avion d'affaires, je pense, à dépasser le mur du son. Voilà. Je pense aussi. Et l'idée, c'était, au cours des tests, l'avion, il y a aussi une tendance à l'inflation en termes de vitesse. Ça, on peut en parler aussi. Les avions d'affaires haut de gamme vont toujours plus vite. Donc la vitesse du son, c'est Mach 1, 1100 km/h. Les avions d'affaires s'en approchent de plus en plus. On parle de Mach 0,9 quelque chose. 0,92, 0,93. Et donc, bien sûr, quand on veut afficher une vitesse maximale très proche de la vitesse du son, eh bien, si on veut faire homologuer son avion auprès des autorités de certification, il faut qu'on prouve qu'on a de la marge. Et ben, quand on veut homologuer un avion à Mach 0,9 quelque chose, il est possible que la marge, elle conduise à dépasser Mach 1. Mach 1. Et donc c'est ce qu'a fait le Global Express ce Global tout court, Global 8000, dans cette belle démonstration. Et alors donc ces avions qui vont de plus en plus vite, c'est aussi parce que les constructeurs font évoluer l'aérodynamique. Les ailes sont magnifiques. On voit notamment l'aile du 10X. Alors l'aile du 10X, on la voit pas encore, mais on l'a vu en synthèse. Mais l'aile du 6X est superbe. C'est-à-dire elle est fine, et donc c'est ce qui permet aussi à ces avions d'aller de plus en plus vite sans consommer trop, parce que le problème c'est ça aussi, c'est que si on consomme trop, l'autonomie elle est réduite.
Donc on va vite, mais si entre-temps il faut faire une escale, c'est pas rentable. Donc c'est un compromis. Et là, pour l'instant, ils s'en sortent pas trop mal. Et je complète ce que je disais tout à l'heure sur le 10X. Je disais qu'il existe une maquette, je disais qu'il existe des images de synthèse. Il existe aussi de premières pièces, premières pièces composites qui ont été fabriquées à l'usine de Biarritz, je crois, de chez Dassault. Alors, Franck May nous dit qu'un DC-8 a passé Mach 1 en 1961 tout de même. C'est en chute libre, non ? Il était temps qu'un avion d'affaires le tente, certes. Et si on revenait aux bonnes vieilles hélices ? Oui, nos avions à nous. Alors je dis bonne vieille, c'est volontairement provocateur. Les hélices évoluent aussi, elles sont de plus en plus belles. Ouais. Je suis un fervent défenseur des hélices. On va parler d'avions d'affaires d'entrée de gamme. On a dans le coin, on a un hélissier qui est capable de faire des très très belles hélices. On parle évidemment de Duke Hélice qu'on a déjà reçu plusieurs fois sur notre plateau, hein, et qui est sur, notamment sur l'avion de Voltaero, le Casio 330. Et là, il y a une très très belle hélice à 5 pales qui est en cours de développement. Donc effectivement, les hélices, il ne faut pas croire que les hélices appartiennent au passé. Les hélices sont en permanence en recherche de performance. Si on parle d'avions d'affaires d'entrée de gamme, donc d'avions à turboprop, en particulier des mono-turboprop, donc des avions avec un moteur qui ressemble beaucoup à un réacteur. Un seul moteur, une seule hélice. Un seul moteur qui ressemble beaucoup à un réacteur, mais connecté à une hélice, une seule hélice en l'occurrence. On peut parler des deux piliers vraiment de ce secteur, de ce segment. D'une part, le Pilatus PC-12, un avion suisse, et d'autre part, le TBM, la série 900, donc 910-960. Donc là, ce qu'on voit, c'est le PC-12, celui-là. Hein, donc toi, tu dis les deux piliers, c'est vraiment les deux concurrents, en concurrence vraiment frontale. Le PC-12 est un peu plus gros. Le PC-12 a une cabine plus grande, il est plus polyvalent. En revanche, le TBM 960, c'est l'avion le plus rapide. Avec 330 nœuds, 350 nœuds, quelque chose comme ça. Oui, mais 330, je pense. Ouais. SOS, le chat. SOS, ouais. SOS. Moi, il me semble que c'était à 10 nœuds près, ça doit être 340, la vitesse maxi du TBM 960. Donc, c'est deux principaux concurrents sur le marché des monoturboprop en permanente amélioration. Donc, il n'y a pas de nouveau modèle, comme on l'a vu dans le domaine ou pas d'évolution majeure, comme on l'a vu dans les avions d'affaires haut de gamme. En revanche, il y a une amélioration incrémentale permanente, année après année, de ces deux avions, dont la mise en service date d'il y a une trentaine d'années. Le TBM d'ailleurs, doit en être à la 6 ou 7e évolution. Le 960 bénéficie d'une turbine plus puissante, d'une avionique encore plus poussée. Hein, le TBM 960 est capable de se poser tout seul sur un aérodrome qu'il aura choisi lui-même en cas de défaillance de l'équipage. C'est un des avions qui a inauguré le système Autoland de Garmin. Voilà, c'est ça. Alors suivant les avions, ils portent un nom différent. En tout cas, le système d'atterrissage automatique, plus que d'atterrissage. Le 960. Le système de secours qui permet à l'avion, à partir du vol en croisière, d'aller se poser automatiquement en cas de défaillance du pilote. Donc le TBM a été un des avions, dans ses dernières évolutions, a inauguré ce système. Le PC-12 aussi a évolué, la dernière version s'appelle le PC-12 NGX, et par exemple, il a aussi plus d'automatisme dans le cockpit, il a un système de descente automatique, je ne pense pas qu'il aille jusqu'à l'atterrissage automatique. Non, lui pas encore, non. Un système de descente automatique, donc je pense que c'est en cas de dépressurisation, si j'ai bien lu. Un système de manette des gaz automatisée aussi. Donc des évolutions aérodynamiques aussi sur le PC-12. Et puis c'est vrai que toute cette électronique embarquée, toute cette avionique allège considérablement la charge de travail des pilotes. Parce que c'est un avion qui va très très vite. Et donc ça veut dire qu'il arrive très vite sur un aéroport, qu'il faut qu'il trouve sa place dans le trafic très très rapidement. Et là, c'est vrai qu'avec une avionique qui est, comme le dit Nicolas Chabert, donc le patron des avions d'AER, c'est un copilote électronique, virtuel. Ce qui est copilote électronique, puisque ce sont des avions certifiés pour être pilotés par un seul pilote. Des compagnies qui les utilisent comme Flightjet volent systématiquement avec deux pilotes. C'est la réglementation européenne qui le veut aussi. Voilà, On est en transport public de passagers, on est
avec 2 pilotes. Rappelez-nous le chat, le nom que nous avons sur le bout de la langue, qui est le nom d'un grand exploitant européen. Jetfly. Jetfly, merci. Merci ouais. Et la zone euro qui nous demande à quand un TBM bleu jump seat, ce serait stylé. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, on dit tous les jours à Nicolas Chavert. Regarde, on a déjà un Concorde. On a déjà un Concorde, donc le TBM, ça va arriver. Hein. Ah mais je pense qu'il parlait pas de... Oui, ben moi non plus. Ah voilà, il ne parlait pas de Lego, hein, on parle de vrai TBM. Oui. Donc on parlait des 2 principaux concurrents sur ce secteur. Oui. On parlait donc du PC12 de Pilatus et du TBM de Daher. Et puis il y a un outsider qui pointe le bout de son nez. Comment s'appelle-t-il ? Alors l'outsider, c'est le Textron Denali. Donc c'est un nouvel avion produit donc au départ il s'appelait c'était Cessna, hein, mais Cessna étant une filiale de Textron. Textron a remis un petit peu d'ordre dans son catalogue et donc le Denali a passé dans la page du chapitre Textron. Donc c'est le Denali, c'est un avion qui a été développé à partir d'une feuille blanche. Et là ils sont allés, ils ont même poussé la difficulté en adoptant une turbine qui, pour l'instant, n'a pas d'autres... c'est la première application, tout à fait. C'est la première application d'une turbine. Donc ça veut dire qu'ils ont essuyé les plâtres et ils continuent à le faire apparemment. Effectivement, le programme a pris un peu de retard. Là, je pense que ce qu'on voit, c'est le cockpit justement du Denali. Je pense que c'est le Denali aussi, vu la forme des hublots. Ça doit être le Denali. Et le Denali, c'est sûr que c'est un concurrent direct du PC-12 aussi, hein, avec une cabine aussi grande. Alors dans tous les cas, ces avions peuvent se poser sur des terrains relativement sommaires, pas forcément avec du bitume, et ce sont des avions qui mettent en avant une grande capacité de chargement par une porte cargo, une porte arrière. C'est surtout vrai pour le PC-12. Alors là, effectivement, on peut charger sa moto. Alors le Denali, je pense que là, c'est une petite moto. Mais ça reste spectaculaire. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que ce sont souvent des avions qui sont pilotés par le propriétaire. Oui. C'est ce qu'on appelle des avions de propriétaire. Mais c'est évident que Daher comme Pilatus prennent très très au sérieux l'arrivée de ce concurrent. Concurrent donc avec une nouvelle turbine qui elle-même est une grande nouveauté, le premier concurrent frontal, donc là on voit le Denali, premier concurrent frontal de la turbine PT6 de Pratt & Whitney Canada, qui équipe de longue date un grand nombre d'avions à turboprop, mono ou biturboprop. Dont tous les turboprops actuels de Textron. Exactement. Cette turbine PT6, elle a connu un grand nombre d'évolutions, bien sûr, un grand nombre d'améliorations. Il n'empêche que celle du Denali est une turbine GE, entièrement nouvelle. Le nom du turboprop, c'est Catalyst, c'est ça. Voilà. C'est le Catalyst, dont la conception est d'origine tchèque et la fabrication est ou sera italienne. D'accord. Par une filiale italienne de GE, donc qui s'appelle Avio. C'est un sacré pari qu'a fait Denali, parce que Textron, pardon. Ça aurait été quand même beaucoup plus simple de prendre une PT6 comme tout le monde. Surtout que Pratt & Whitney est capable qui est le constructeur de la turbine PT6, est capable d'adapter le moteur aux besoins de l'utilisateur. Hein, parce qu'il y a autant de PT6 différentes qu'il y a de modèles différents d'avions qui l'utilisent. On fait une transition en passant par le PC-12, transition vers le thème des fournisseurs et des difficultés logistiques d'approvisionnement pour les constructeurs. Donc on clôt ce chapitre sur les monoturboprops et on passe à un thème qui concerne l'ensemble de l'aviation d'affaires. Et j'en veux pour preuve 2 exemples. Alors d'une part, le constructeur Pilatus, qui construit notamment le PC-12, et Dassault. Et les deux ont reconnu ces derniers mois avoir, c'est pas les seuls, mais ont reconnu ces derniers mois avoir des problèmes d'approvisionnement. Leurs fournisseurs sont en retard. Les matières premières sont pas évidentes à trouver. Certaines machines-outils dans les usines ont du mal à être réparées. Tout ça fait que certaines livraisons prennent du retard. Alors le patron de Dassault Aviation, Eric Trappier, le dit avec le sourire, il dit nos clients, c'est la grande famille des Falcon, ils sont compréhensifs. Quand il y a un peu de retard, on jongle un peu, mais on y arrive. Chez Pilatus, on reconnaît que si on avait si on avait des pièces à l'heure, et zéro défaut, il y a aussi des problèmes de qualité. Si on avait les pièces en temps et en heure et sans défaut, on produirait un peu plus. Ça, Pilatus le reconnaît, il produirait un peu plus.
Alors pour vous donner une idée, la fabrication annuelle de Pilatus en termes de PC12, c'est à peu près 80, ce qui a augmenté ces dernières années, et une production annuelle d'environ 40 PC24, qui est un modèle que nous n'aborderons pas ou peu aujourd'hui. Le PC24, c'est le biréacteur. Hein. C'est le biréacteur de Pilatus, exactement. Qui est un peu le concurrent des modèles d'entrée de gamme de Cessna, des citations. Et encore, je ne sais même plus si aujourd'hui, depuis que Cessna a abandonné le Mustang et le M2, je crois que le M2 il n'y est plus dans le catalogue. Ça je ne sais pas, SOS le chat, mais le PC24 est un peu plus gros, plus grand que ce qu'était le M2. Hein. Ah oui. Bon allez, on se fait un petit plaisir, on parle du PC24. J'avoue avoir un faible pour cet avion, qui est un biréacteur, mais qui peut se poser sur des terrains en herbe. Alors ça j'avoue que ça m'éclate. Il est très haut sur pattes. Ouais. Il est haut sur pattes. Le compromis se trouve notamment au niveau de la voilure, de l'aile, c'est-à-dire qu'elle est un peu moins en flèche pour permettre des vitesses d'atterrissage plus basses. Et puis le train d'atterrissage est renforcé aussi, il y a 2 roues sur chaque train principal, au lieu d'une. Donc on peut se poser sur des terrains qui normalement seraient interdits aux autres jets d'affaires. Mais le PC-24, c'est un avion qui est parti d'une feuille blanche. Et c'est un vrai succès aussi. Un vrai succès, tout à fait, en termes de vente et de production, c'est un vrai succès. Il y a même eu un moment, après les toutes premières années d'ouverture du carnet de commande, où Pilatus a dit on referme le carnet de commande, sinon on ne pourra pas faire face. Alors, bien sûr, Franck May nous dit le 737-100 est aussi un biréacteur qui peut poser sur l'herbe. Alors, on a vu récemment aussi des A320 Neo qui se sont posés sur l'herbe. Hein. Ben oui, on en a parlé, on en a parlé il y a une quinzaine de jours, oui. Il semblerait que l'avion pourrait redécoller du champ dans lequel il s'est posé. Et pour ça, il faut attendre que l'hiver arrive et que le terrain soit gelé de façon à pouvoir redécoller. Donc ça, ce serait assez spectaculaire, un A320 qui décolle d'un champ labouré. Ouais. Très bien, donc on faisait un détour par le PC-24 de chez Pilatus. Avion épatant, qui lui peut se poser et redécoller sur l'herbe volontairement. Alors juste avant, on peut terminer sur les fournisseurs. Ah oui, tu avais... Donc, alors, est-ce que toi, tu as entendu parler peut-être de problèmes de fournisseurs chez d'autres constructeurs ? Moi, j'en ai entendu parler complètement chez d'autres constructeurs d'aviation d'affaires, je sais que chez Daher, ils sont aussi confrontés à ce problème, alors qu'en ce moment, ils pourraient livrer beaucoup plus d'avions. Les clients attendent. Mais après, c'est un problème récurrent chez les constructeurs comme Boeing et Airbus. La seule différence, c'est que je pense que face à leurs fournisseurs, Airbus ou Boeing ont beaucoup plus de poids que Daher, par exemple. Donc c'est effectivement une difficulté quand on est entre guillemets un petit constructeur. On produit, quand on s'appelle Daher ou Pilatus, on produit beaucoup moins d'avions en nombre. Simplement en nombre, on en produit beaucoup moins qu'Airbus ou Boeing. Donc effectivement, on a moins de poids auprès des fournisseurs. Si on dit aux fournisseurs, dites donc, pensez à nous, le fournisseur il va dire, vous êtes gentil, je vais penser d'abord à ceux qui me commandent 10 fois plus que vous, c'est-à-dire Airbus ou Boeing. Franck May qui dit, il y a des vidéos de PC12 assez dingues en tout cas, sur des petites pistes alpines. A priori, le PC24 n'est pas aussi spectaculairement tout-terrain, mais il a de bons gènes. Oui, il a de bons gènes. Et il y a une vidéo du PC24 sur herbe qui est sympa aussi. Martin nous dit qu'il y a peut-être quelque chose. Merci Martin. Martin a peut-être trouvé quelque chose. Ah oui, il y a marqué PC24. Hein. C'est un bon début. Ah voilà. Donc le PC24, un des rares biréacteurs à pouvoir se poser sur l'herbe et en redécoller de façon délibérée. Donc on voit les surfaces, on voit les aérofreins au-dessus des ailes, on a vu les volets qui étaient plutôt en dessous, donc qui aident à se poser à basse vitesse. On voit le train d'atterrissage renforcé, c'est-à-dire avec 2 roues par train principal. Donc un avion qui est en service depuis la fin des années j'ai un trou. Ça doit être un peu avant le Covid qu'il est entré en service, je pense. Ouais. Est-ce que ce sont des roues de tondeuse ? Non, c'est plus costaud. On parle de techno du futur ? Oui, parce que dans l'aviation aujourd'hui, tout le monde a le regard tourné vers 2035, 2050, c'est-à-dire l'échéance à partir de laquelle l'avion sera totalement décarboné. Donc c'est aussi un challenge pour l'aviation d'affaires. Et l'aviation d'affaires qui parie encore plus que l'aviation commerciale sur les SAF, ces carburants d'aviation durable, donc des carburants non fossiles, d'origine typiquement végétale,
soit issus de déchets qui jusque-là n'étaient pas utilisés, soit issus de plantes qu'on a cultivées exprès. Le débat est toujours vif. En tout cas, des carburants d'origine non fossile dont le cycle de vie permet de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 80%. Quand on parle alors, sachant que l'aviation d'affaires pèse de façon très, très infime dans les émissions totales de CO2, je crois que c'est quoi ? C'est 2% du transport, il me semble. Donc ça fait 0,04 de l'ensemble. C'est ça. Oui, mais la ville de Ternay ne pèse qu'une petite fraction des émissions de CO2 de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et la ville de Ternay fait des efforts en matière de réduction de CO2. Donc chacun fait sa part. Ce n'était qu'un exemple. Chacun fait sa part. Donc même si l'aviation d'affaires, effectivement, ne pèse que très peu dans les émissions mondiales, elle fait sa part, elle veut faire sa part. Oui, elle peut faire sa part, oui. Alors, effectivement, on l'a vu sur certains salons, tous les avions, notamment c'était il y a 2 ans, je crois, à EBACE, tous les avions qui étaient exposés, ou la plupart des avions qui étaient exposés sur le tarmac de Genève, étaient venus avec du carburant d'aviation durable. Alors parfois, ils étaient allés le chercher assez loin, parce que ils n'étaient pas toujours disponibles. Peut-être, oui, mais cela dit, l'aéroport de Genève avait renforcé ses réserves. Mais pour venir, pour repartir, c'était plus facile. Mais pour venir, certains ont fait des gros crochets. Mais ça montre la motivation. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus courant. Et c'est vrai que, par exemple, si aujourd'hui un aéroport comme Bordeaux ou Clermont-Ferrand ont en permanence du SAF, donc du carburant durable, c'est à la demande des opérateurs d'aviation d'affaires. Alors voilà. Alors pour bien terminer, préciser de quoi on parle de carburant dont le cycle de vie permet d'absorber du CO2, puisque ces plantes-là, quand elles ont poussé, ont absorbé du CO2, d'où cet avantage jusqu'à 80% sur un cycle de vie. Et quand on parle d'avions qui volent avec ce type de carburant, ils volent avec un mélange carburant fossile, carburant durable, jusqu'à 50%. C'est le maximum autorisé aujourd'hui, maximum 50% de carburant durable. C'est un maximum technique qui sera probablement largement dépassé dans les années qui viennent. On va probablement arriver à une possibilité de 100%. 100%. Il y a eu déjà des essais en vol. Oui, des essais en vol. Bon, les moteurs tiennent le... Il est question d'homologation, il est question de petits détails techniques à régler au niveau des moteurs et des circuits carburants et des réservoirs. Ce ne sont pas des obstacles majeurs. Non. L'obstacle majeur, c'est plutôt la production des SAF, mais c'est un autre sujet. La disponibilité du carburant, oui. Et donc tu disais que des aéroports comme l'aéroport de Clermont-Ferrand, s'ils ont des stocks de SAF, c'est à la demande de l'aviation d'affaires. Voilà. Et à Clermont-Ferrand, l'aviation d'affaires, c'est Michelin. Michelin a 2 ou 3 Falcon. Et donc, Michelin a demandé à l'aéroport de lui fournir du carburant d'aviation durable. Et c'est Total qui le fournit, comme c'est d'ailleurs Total qui le fournit aussi au Bourget. Et l'aéroport du Bourget, qui est le principal aviation d'affaires de France et d'Europe. Et qui est alimenté aussi, qui a aussi des stocks de SAF. Les constructeurs et les opérateurs d'avions d'affaires, les exploitants d'avions d'affaires, constatent que leurs clients demandent l'utilisation de SAF, même si le surcoût est considérable. On parle d'un facteur de 1 à 5, 1 à 6, 1 à 7, d'un rapport de 1 à 6, 1 à 7, entre le carburant classique, fossile, et le carburant durable. Mais les utilisateurs, quand ce sont des entreprises, ont des comptes à rendre à leurs actionnaires, ont des objectifs à respecter, des objectifs de réduction de CO2 à respecter, et sont donc prêtes, quand ce sont des entreprises, à dépenser beaucoup plus pour le carburant dans leurs avions d'affaires. Donc c'est une tendance qui pour l'instant est constatée de manière non scientifique, mais on entend de façon répétée ce genre d'exemple, celui que tu as donné de Michelin par exemple, ou ceux que donne Dassault. On attend des chiffres plus globaux, mais on s'attend à ce que ce soit une adoption supérieure dans l'aviation d'affaires, un taux d'adoption supérieur à celui de l'aviation commerciale, qui elle est beaucoup plus sous une pression concurrentielle sur les prix des billets d'avion. Et l'aviation d'affaires, donc, qui parie encore plus que l'aviation commerciale sur ces SAF. L'aviation commerciale, comme Airbus, Boeing et les compagnies qui les exploitent, table pour les décennies à venir sur des avions qui consomment moins, petit à petit, qui peut-être petit à petit auront des architectures différentes, des systèmes de propulsion différents, avec une architecture hybride, avec des moteurs électriques ou des moteurs à hydrogène, et aussi une grande partie de carburant durable.
Pour l'aviation d'affaires, la part des carburants durables dans l'avenir décarboné de l'aviation d'affaires est encore plus importante. Alors là, on veut bien un petit sondage, on aimerait savoir ce qu'en pense le chat. Zone Euro qui pose la question greenwashing, mais très bonne question. Franck May qui dit la certification d'un carburant, c'est toujours une prise de tête, voir comment mettre de l'UL 91 dans un Cessna. Ouais, effectivement. Alors, greenwashing, je dirais qu'aujourd'hui, la question ne se pose plus dans ces termes-là. C'est-à-dire que même si on n'est pas convaincu, on est obligé. Parce qu'il y a des objectifs qui ont été assignés à l'aviation. L'aviation d'affaires, comme le transport aérien régulier, a signé des engagements au niveau de l'OACI. Donc il faut y aller maintenant. Et il n'y a pas d'autre voie, comme tu le disais, pour l'instant, que les carburants d'aviation durable. Donc le greenwashing, c'était vrai encore il y a pas très très longtemps, mais aujourd'hui, maintenant, on n'a plus le choix. C'est une obligation. Franck May qui nous dit il n'y a pas que la concurrence. Donc là, tu parles de la comparaison aviation d'affaires, aviation commerciale. L'aviation d'affaires est largement perçue comme dispensable, voire franchement inutile, donc impardonnable. L'aviation commerciale reste excusable, je cite toujours Franck May, vu le nombre de gens qui veulent leur smartphone chinois 48 heures après la commande, donc qui veulent visiter Toronto. Et si l'aviation d'affaires continue à dégager du carbone, ces jours sont comptés à mon avis. Un avis tranché mais argumenté de Franck May, merci beaucoup. On lance un sondage, s'il te plaît Martin, c'est celui que j'avais libellé sous la forme à peu près « L'aviation d'affaires a-t-elle raison de miser sur les SAF ?» Donc on aimerait bien savoir ce que vous en pensez, chers viewers. L'aviation d'affaires qui mise donc sur les SAF encore plus que les nouvelles technologies. Néanmoins, on peut mentionner des projets de nouvelles architectures d'avions, de nouvelles architectures de propulsion dans l'aviation d'affaires. D'ailleurs, aux deux extrêmes que nous avons, on n'a presque pas fait exprès, aux deux extrêmes que nous avons abordés plutôt vers le début de ce chapitre, on a parlé d'aviation d'affaires très haut de gamme, avec notamment le constructeur Bombardier, qui lui-même a un projet avec une nouvelle architecture d'avion. Et puis on va parler ensuite à l'autre extrême des turboprops des avions d'entrée de gamme. Alors, est-ce que le sondage est lancé ? Ah oui, lance-le, pardon. Martin, vas-y, lance le sondage, s'il te plaît. C'est parti. C'est parti pour le sondage. Et vous avez 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour répondre au sondage. Les avions d'affaires ont-ils raison de miser sur les SAF ? Les SAF, encore une fois, étant les carburants d'aviation durable. Sustainable Aviation Fuels. Vous avez 2 minutes, pendant lesquelles on peut encore parler un petit peu des SAF et de la manière dont ils sont produits. Alors, on parle souvent des huiles de friture usagées. Ouais. On parle aussi de déchets forestiers. Donc on peut imaginer qu'après avoir exploité les troncs, les grumes dans une forêt, on ramasse en un mot les brindilles. Alors là, il y a un débat autour de la nécessité de laisser sur place ces déchets pour la biodiversité dans les forêts. Le débat existe encore sur la nécessité ou non de planter, de cultiver exprès. À un moment, on parlait beaucoup de jatropha, qui était une plante cultivable dans des zones semi-arides. On en parle aujourd'hui. On n'en parle plus, ouais. Donc c'est pas évident. La disponibilité des SAF est un gros problème. L'Union européenne, la Commission européenne, qui est assez en pointe sur le sujet, a fixé des objectifs, des obligations d'incorporation des SAF dans les carburants d'aviation, afin de réduire globalement les émissions de CO2 des avions. Mais ces obligations d'incorporation sont des pourcentages très bas. Autant techniquement, le moteur de l'avion peut fonctionner avec jusqu'à 50% de SAF. Les mandats d'incorporation, les obligations d'incorporation parlent de quelques pourcents. Je crois qu'on est sur du 5 ou 6% en 2030. Donc même si ça va aller crescendo, c'est très lent parce qu'il faut mettre en place des usines de production. Voilà. Et ça prend beaucoup de temps à installer des usines. On parlait aussi d'algues, effectivement. Alors, résultat du sondage. Vas-y, finis. Non, mais vas-y, je reviens. Alors, résultat du sondage. Alors, merci Martin, merci à tous d'avoir voté. 85% de oui. Donc, selon vous, les constructeurs d'avions d'affaires ont raison de miser sur les SAF en priorité pour décarboner l'aviation d'affaires. 85%. Merci pour les votes. Malgré ce pari, qui reçoit en tout cas l'assentiment de nos viewers. Malgré ce pari, on peut mentionner 2 projets de nouvelles architectures, donc d'avions qui consommeraient beaucoup moins, ou qui consommeraient beaucoup moins. Pardon. On peut parler déjà de l'EcoJet de Bombardier. C'est un projet de recherche et technologie, donc qui est l'EcoJet de Bombardier, qui est un projet de recherche et technologie. Merci Martin, qui a été dévoilé en 2022, si ma mémoire est bonne.
Donc il existe en image de synthèse, il existe aussi en maquette, à la fois maquette de soufflerie au sol. Je crois qu'on a une mini vidéo de la maquette. Elle n'est pas très importante, Martin, t'en fais pas si tu l'as pas sous la Non, main. mais là c'est joli comme ça. Comme ça, c'est joli, mais pour dire qu'une maquette de soufflerie existe et un modèle réduit à voler dans un lieu soigneusement tenu secret par Bombardier, mais en tout cas un modèle réduit de cet avion à fuselage intégré, donc cette aile volante, à voler. Vole depuis 2022, peut-être un peu plus tôt. Mais je pense que si on dit 2022, on n'est pas loin de la vérité, peut-être 2021. L'idée, c'est d'avoir une architecture qui, globalement, consomme beaucoup moins. Voilà. Donc une aérodynamique optimisée. Si Frédéric Lert était là, lui qui a signé un édito, un dépose-minute il y a quelques semaines sur les ailes, du moins sur les gros fuselages comme ça, il serait sûrement sceptique, parce que son raisonnement, c'était de dire que c'est extrêmement difficile à pressuriser un gros volume comme ça. Et que que la pressurisation demanderait, donc le fait de mettre un peu plus d'air à l'intérieur, quand on vole très haut, de mettre un peu plus d'air à l'intérieur pour que les passagers puissent respirer. Donc la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur impliquerait, selon Frédéric Lert et les ingénieurs qu'il a interviewés, la présence de structures dans la cabine, donc de poutres, pour être clair, dans la cabine, ce qui serait pas forcément très esthétique ou très commode pour des passagers qui veulent circuler dans la cabine. Donc sacré défi, en tout cas, comme tu le disais, c'est un concept, ça sera peut-être un démonstrateur. C'est pas sûr qu'un jour on voit un avion d'affaires de cette forme-là. Tout à fait, c'est pas sûr, mais on peut créditer Bombardier au moins de se pencher sérieusement sur la question. Et j'imagine qu'ils ont testé l'idée auprès de leurs clients. Alors là, pour le coup, autant les sondages de Jumpseat sont publics, autant un éventuel sondage, un probable sondage de Bombardier auprès de ses clients va rester secret. Est-ce que les clients adhèrent au concept ? C'est pas évident. A priori, ce serait une cabine plus vaste, mais en fait, tellement vaste qu'on peut se retrouver loin d'un hublot. Donc l'impression pour le passager n'est pas forcément aussi agréable, aussi sympa en termes de voyage. La réponse n'est pas du tout évidente. Ça, c'était l'EcoJet de Bombardier, donc un projet de recherche et technologie. On peut mentionner aussi, à l'autre extrémité du spectre, l'EcoPulse. Donc Eco aussi, mais Pulse. Avec Daher, alors un projet conjoint, pour être complet, un projet conjoint Daher, Airbus, Safran. Dont on a beaucoup parlé au Salon du Bourget. Il était exposé devant le Paris Air Lab. Voilà, et puis on a reçu sur le plateau de Jumpseat pendant le Salon du Bourget, on a reçu donc les équipes de Daher, de Safran et d'Airbus qui sont venus nous parler du programme et puis d'où ils en étaient. Et ils en sont où ? Ils en sont où ? On aimerait bien savoir. En fait, on sait où ils en étaient fin juin. Ouais. Et j'ose espérer que depuis ils ont fait des trucs en secret, mais qu'ils les ont vraiment fait, c'est-à-dire que l'avion que nous voyons ici, soit en image de synthèse, soit au sol, en vrai, devant le Paris Air Lab au Salon du Bourget, cet avion a volé avec ses moteurs supplémentaires sans les faire fonctionner. Oui, donc il a testé la nouvelle configuration sans faire tourner ses petites hélices. Ça, c'est sûr, c'était fait avant le Bourget. Et il prévoyait de faire voler l'avion en faisant fonctionner donc ces petites hélices peu après le Salon du Bourget. Est-ce qu'ils l'ont fait discrètement ou est-ce qu'ils l'ont pas encore fait ? On ne sait pas. On peut au passage noter, alors vous entendez peut-être dans ma voix une petite déception, ce projet, entre autres, il illustre quand même ce qu'on peut qualifier de relative lenteur des projets en matière d'aéronautique. Ça bouge beaucoup moins vite que dans le domaine de l'électronique. Ça bouge beaucoup moins vite que dans le domaine de l'automobile, pour un tas de bonnes raisons, de sécurité notamment. Mais c'est quand même parfois un peu agaçant quand on suit ces projets. Le projet il a été lancé en 2019. Eh bien, fin juin, l'avion, qui est quand même un avion existant, certes modifié, mais un avion existant, n'avait toujours pas volé avec sa nouvelle configuration. Voilà, mais apparemment, ce qui ressortait là des échanges qu'on a eus pendant le Salon du Bourget, c'est que le concept de puissance distribuée comme ça est assez complexe à gérer et peut-être un peu plus complexe que ce qu'ils avaient imaginé au départ. La puissance distribuée comme ça, il y a énormément d'engins volants futuristes qui ont recours. On parlait au début de l'émission des eVTOL. Les eVTOL, c'est ça, c'est aussi ce principe-là.
Donc, ils vont peut-être se casser les dents aussi dessus. Mais en tous les cas, là, on a affaire à un démonstrateur. C'est ce que tu disais, un démonstrateur. Mais un démonstrateur qui pourrait déboucher sur un avion commercialisable. C'est ça, l'idée de Daher. L'idée de Daher, c'est qu'il vise 2027 pour le lancement possible, éventuel, d'une évolution hybride. Donc 2027, ce serait le lancement du programme, pas le lancement du programme, d'un avion hybride, donc hybride électrique, qui tirerait parti de ce démonstrateur EcoPulse sur un avion existant comme le TBM 900, la série 900, ou le Kodiak, qui est l'autre avion monoturboprop de Daher. Pas évident, la réponse n'est pas du tout évidente. D'ici là, de nombreux essais doivent avoir lieu. Alors pour bien préciser, quand on parle de propulsion distribuée, propulsion répartie, l'idée c'est d'avoir plusieurs petits moteurs au lieu d'un seul gros ou de deux gros. C'est beaucoup plus facile avec des moteurs électriques à répartir, et ça donne une meilleure aérodynamique et une meilleure efficacité à l'ensemble de l'avion et de son système propulsif. Et au final, on économise du carburant. Alors, un exemple, c'est qu'en ayant plusieurs petits moteurs, au lieu d'avoir des ailerons et une dérive, une gouverne de direction, en ayant plusieurs petits moteurs comme ça, on peut varier sur un différentiel de poussée entre la gauche et la droite, et ainsi se passer de certaines gouvernes qui, le reste du temps, traînent, c'est-à-dire freinent un petit peu l'avion. D'où l'amélioration aérodynamique de la formule globale. Et encore une fois, c'est ce que permet l'électricité, la motorisation électrique. Et là, sur ce démonstrateur, la puissance électrique est fournie via une petite turbine supplémentaire. Donc, le démonstrateur est relativement complexe, puisqu'on a ajouté une petite turbine qui consomme du carburant classique, fossile, et qui génère de l'électricité, qui elle-même alimente ces moteurs électriques. Sur un avion de série, ce serait différent. Il y aurait moins de complexité. Mais en tout cas, pour limiter les modifications des démonstrateurs à quelque chose de raisonnable en essai en vol, on a adopté cette formule. Franck May réagit, ce qui est frustrant, c'est le rythme de certification des projets de rétrofit Magni X sur Beaver aux caravanes. Techniquement, on est prêt à faire du van Belle-Île, un transport public électrique, mais ça prend super longtemps. Ouais, bien vu Franck May, tout à fait. Il y a des solutions techniques qui sont prêtes sur des courtes distances et qui ont tout leur sens sur des courtes distances et qui pourraient déjà démarrer. C'est vrai, et ça prend longtemps. Mais là on parle plus de transport aérien que d'aviation d'affaires. Mais c'est évident que c'est par là que ça va commencer. Ça, c'est évident que l'électrification de l'aviation, que ce soit 100% électrique ou hybride, ce sera au départ pour des lignes de courte distance avec un nombre réduit de passagers. Parce que c'est des passagers ou des batteries, mais ce n'est pas les deux. Il existe des acteurs de l'aviation d'affaires, des défenseurs de l'aviation d'affaires, notamment à travers la FNAM, et d'autres acteurs plus critiques comme Transport et Environnement, l'association de lobbying bruxelloise pour l'environnement, qui estiment que l'aviation d'affaires pourrait jouer un rôle clé dans l'arrivée de ces nouvelles technologies, comme l'électrification, parce qu'en aviation d'affaires, bien sûr, il y a des vols très longs, mais il y a aussi des vols relativement courts, avec relativement peu de passagers, et donc ces petits avions sont plus adaptés pour faire démarrer, pour donner un bon coup de pouce au démarrage de ces nouvelles technologies. Non, il y a plein de pistes là, et on est vraiment au bord d'un basculement vers une nouvelle aviation. On arrive au terme de cette émission, Gilles. Est-ce que tu avais encore une question brûlante, un commentaire Ah ben non, tu as répondu à toutes les questions que je me posais. Et puis si j'ai d'autres questions, je te les enverrai, comme ça tu iras chercher la réponse à Las Vegas. Hein. Oui, j'aurai du boulot alors. Voilà, ouais. Comme si j'en avais pas assez. Merci. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Bah oui, c'était encore sympa. Merci. J'espère que vous avez appris plein de choses sur l'aviation d'affaires. Donc continuez à suivre Jumpseat, continuez à lire Aérobuzz. Pensez à nous suivre sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, Twitter et Instagram. Ça nous soutient, ça nous encourage. Donc vraiment, continuez. Merci beaucoup. Continuez à suivre Vol de nuit, toujours sur la chaîne Jumpseat, les beaux vols simulés de Antoine et Jeff. Merci à tous d'être passés par le Jumpseat. On se retrouve mardi prochain en direct du Salon des drones UAV Show à Bordeaux. Ciao. Ciao, merci à tous.